La suite, petit 2. C'est-à-dire les objets aquatiques non identifiés, témoignages en mer, petit 2. Il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, il y aura un 3, parce que c'est trop long. Si j'aurais fait une vidéo sur tout, ça aurait été trop long. Voilà, je pense que je vais faire jusque là. Parce qu'après, il y aura 3. Peut-être que j'irai plus loin que ça. Donc il y aura peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Bon, bref, de toute façon, autant commencer tout de suite. Et c'est très très intéressant. À la fin, je sais ce que je vais mettre. De toute façon, j'ai trouvé ces anciennes images, j'ai déjà mis dans le temps. C'est pas grave pour les autres abonnés, ils connaissent pas. C'est tiré du magazine OVNI, je sais plus lequel. Top secret, je sais plus, bref. Au-dessus de la mer Arctique, je veux dire, océan Arctique, c'est. Voilà, autant commencer tout de suite. Et il y a des trucs, c'est juste hallucinant. Témoignages en mer, les OANI, objets aquatiques non identifiés, ou OSNI, objets sous-marins non identifiés. De toute façon. Alors, roue gigantesque, ça commence bien. Ce témoignage de roue lumineuse possède peut-être un record, celui du gigantisme. Alors attendez, écoutez bien la date, le 10 juin 1909, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans, il y a 110 ans, 112 ans, bref. Vers 3 h du matin, le vapeur danois Bintang, B-I-N-T-A-N-G, progressait dans le détroit de Malacca. Déjà cité dans ce cas précédent, son capitaine, M. Gabe, de la compagnie Danish Est asiatique, était de quart à 3 h du matin. Voici un condensé de son témoignage. Il distingue soudain une immense roue de lumière à plat sur l'eau, dotée de longs bras qui se déplacent à partir d'un centre autour duquel le système entier paraît tourner. Son apparence est tellement démesurée qu'une moitié seulement de ce système est visible par moment. Le centre étant près de la ligne d'horizon, ce spectacle dure 15 minutes. Nous sommes en 1909. D'accord ? Gigantesque en plus. Le témoin expliquera plus tard que les mouvements de ce phénomène n'étaient pas synchrones avec ceux du vaisseau, donc il n'avait aucun rapport avec les lumières d'un navire. Le sang disparaissait quand il était juste en face du Bintang, c'est-à-dire le navire. Et le témoin a estimé que cette source lumineuse devenait de plus en plus submergée, comme si elle s'enfonçait régulièrement et que son mouvement de rotation ralentissait du fait de la résistance de plus en plus forte des flots. Voilà. Après, je ne sais pas la taille, mais apparemment c'était gigantesque. Ensuite, roue sous la mer. La même source que le cas précédent signale que le capitaine Breyer, qui commandait le vapeur hollandais Valant Tidjin, a aussi rapporté une observation et dirigé son navire dans la mer de Chine méridionale le 12 août 1910, lorsqu'il devait assister à un spectacle impressionnant. Voyons cela. Il est environ minuit et le témoin remarque brusquement une rotation d'éclairs. On aurait dit une roue en position horizontale qui tournait rapidement. Dira-t-il plus tard, ce phénomène est apparemment sous la mer. Non seulement le capitaine peut contempler cette scène, mais aussi le lieutenant en premier, le lieutenant en second ainsi que le chef mécanicien. Ce spectacle devait laisser à tous les témoins une impression désagréable, source originale identique aux deux cités pour le cas précédent. Ensuite, silence dans les rangs. Nouvelle histoire. Un lecteur de notre source signale une observation d'OANI durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est loin d'être précis, mais nous la reprenons pour l'anecdote. Au moment des faits, M. Ralph Lilly est marin dans l'US Navy et son bateau se trouve dans l'océan Pacifique. Un jour, il voit, comme bien d'autres membres de l'équipage, un ovni qui jaillit de la mer et s'éloigne à une vitesse fantastique. Selon ses propres termes, les officiers du navire donnent par la suite l'ordre à tous les marins de ne pas parler de cette affaire avec qui que ce soit. Bien plus tard, le témoin acceptera de livrer son témoignage. Que lors d'un programme de télévision très connu à l'époque aux États-Unis, le Larry King Show, auquel participait également le spécialiste des UFO abductions Bud Hopkins, en plus. La description de l'OVNI n'est pas donnée dans ce courrier, mais il pourrait que ce dernier a été victime d'une réduction bien regrettable par l'éditeur de notre source. Signalons que Bud Hopkins est décédé d'un cancer le 21 août 2011. Quatrième histoire. Un alien souriant. Ça on dirait un peu Joker. Oh, plutôt Nicholson, mais bon. En 1942, vers 5h50 du soir, un pilote de la Royal Australian Air Force effectuait une patrouille au large de la Tasmanie. Je pense au diable de Tasmanie, dessin animé, bon bref.
Il faisait un temps ensoleillé et quand l'avion a survolé le détroit de Bass, B-A-2-S, il a aperçu quelque chose qui l'a intrigué. C'est un objet couleur bronze. C'est original, bronze, parce que souvent, c'est pas des couleurs qu'on voit souvent, c'est plutôt métallique, hein, ou noir, ou toutes les couleurs, mais bronze, c'est peut-être une des premières fois que j'entends ça, enfin, peut-être. Couleur bronze de 150 pieds de long, 45 mètres, c'est quand même déjà pas mal, hein, et de 50 pieds de diamètre, 15 mètres de diamètre. 45 sur 15 mètres, et qui venait de sortir d'un banc de nuages. Sa surface semblait ridée ou ondulée. Il y avait sur le dessus un dôme ou une coupole qui reflétait la lumière solaire. La lumière solaire, ouais. Alors une sorte de protubérance en forme de bec était visible, et à l'arrière il semblait y avoir une sorte d'aileron. Parfois des éclairs bleu-vert étaient émis de sa partie inférieure. Cet objet a viré en direction de l'avion et de le pilote a pu distinguer un visage arborant un large sourire. Et oui, visible dans le dôme. Donc un alien souriant, il sourit. Hein. L'engin a volé parallèlement à l'avion pendant plusieurs minutes, puis il a tourné brusquement, c'est qu'elle a laissé voir 4 ailerons ou protubérances à sa partie du dessous. Il a filé à très vive allure et a plongé en ligne droite dans l'océan Pacifique, ce qui a provoqué des vagues au moment de son immersion. Ensuite, cinéma muet, 5e, hein, si je ne me trompe pas, oui. En mars 1945, aux îles Aléoutiennes, des marins de l'USAT de Larof ont aperçu une énorme sphère sombre qui est sortie de la mer. Elle a tourné autour du navire, puis s'est éloignée et été perdue de vue à la distance. Une deuxième source précise que c'est le groupe NICAP qui a obtenu un rapport d'un des témoins, M. Robert S. Crawford, qui est devenu plus tard géologue, conseiller auprès de l'Indiana Soil Testing Laboratory de Griffith dans l'Indiana. C'est lorsqu'il faisait ses études à l'Université du Nord Dakota qu'il a parlé de son observation à un professeur, M.N.N. Kohanowski, du département de géologie de l'établissement, lequel était membre de NICAP. Au moment de l'incident, E.S. Crawford se trouvait sur le pont en compagnie d'autres marins. Quand il les a entendus crier, il s'est retourné et a parfaitement vu la sphère qui venait de jaillir des flots. Il a estimé d'un diamètre entre 45 et 75 mètres, ce qui est déjà considérable. Sa silhouette se découpait nettement sur le soleil couchant. Elle a fait 2 ou 3 fois le tour du navire, puis a filé vers le sud, où elle a disparu, et même au moment 3 éclairs de lumière ont été observés. Les canonniers n'ont pas osé tirer car le phénomène n'a pas montré un comportement hostile. C'est comme l'histoire d'avant. Un alien qui sourit, je ne sais pas pourquoi on tirait dessus. Hein. Ou alors c'est peut-être pour se moquer, on va t'en savoir. Cette affaire n'a aucun rapport avec la foudre en boule naturelle. Bien évidemment, elle suggère fortement que les phénomènes de ce type pourraient émaner d'installations sous-marines très sophistiquées. Nous avons employé le conditionnel sciemment par cette idée, que développent plusieurs chercheurs, surtout américains, n'est basé que sur des suppositions. On peut trouver un article de Feu Gordon Creighton sur cette croyance dans le Flying Saucer Review du 1er juin 1975, qui reprend des informations issues d'enquêteurs sud-américaines, lequel tire des conclusions qui vont dans ce sens. Mais elles sont émises gratuitement, avec trop de hâte pour avoir de la crédibilité. Notons que faire 2 ou 3 fois le tour du navire relève d'une sorte de cinéma, peut-être pour persuader les témoins qui n'ont pas eu la berlue et leur faire croire à une situation totalement captieuse. 6e histoire, autour du radeau. Coïncidence curieuse, la première observation du phénomène aquatique inconnu de l'ère des soucoupes volantes s'est produite dans le Pacifique en 1947. 47 reçoit là, mais elle s'est passée pratiquement inaperçue et sauf erreur de notre part, le seul chercheur à l'avoir signalé est Ivan Sanderson en 1979. Elle est détaillée ci-après. C'est l'ethnologue Thor Heyerdahl qui, à bord de son radeau Kon-Tiki, a rapporté sa propre observation dans son livre en 1953. Elle est remarquable à plus d'un titre. Comme le lecteur s'en rend compte, la date exacte n'est pas citée, mais c'était de nuit. Si le phénomène a été observé, c'est parce qu'il était couvert d'une phosphorescence, ce qui rappellera que certains ovnis et faux bateaux ou bateaux fantômes, d'où le polymorphisme mimétisme, de Jean Sider, c'est ce qu'il dit, le livre, bref, possède cette même particularité. De plus, il a développé les capacités de polymorphisme et de scissiparité. Dès lors, ces constats éliminent définitivement toute confusion avec quelque chose de naturel. Donc vers 2 heures du matin,
L'homme de barre aperçoit une faible illumination dans l'eau sombre, laquelle prend lentement la forme d'un animal au contour flou et onduleux, qui brillait comme s'il était phosphorescent. C'est une masse de la taille de plancher d'une pièce. Parfois c'était rond, tantôt ovale, tantôt triangulaire. Soudain, cette masse se sépare en deux parties qui se déplacent en tous sens, toujours sous l'eau, indépendamment l'une de l'autre. Puis ce sont trois de ces choses brillantes s'employent à décrire lentement des cercles sous le radeau. Pour Heyerdahl, il s'agit de monstres dont les parties visibles font 5 brasses, plus de 9 mètres. Car pour lui, selon ses propres termes, ce sont des bêtes plus grandes que des éléphants, mais il ne s'agissait pas de baleines car elles ne remontaient jamais pour respirer. Thor Heyerdahl a pensé qu'il s'agissait d'une raie géante de réputation maléfique. Mais Sanderson, qui outre la biologie était un expert en zoologie, renvoie l'ethnologue à ses chères études en expliquant que cette espèce ne fréquente pas les grands larges océaniques. Et d'un tempérament doux, se nourrit de crabes dans des eaux relativement peu profondes, mais surtout qu'elle n'est pas connue pour être protéiforme ni douée de scissiparité. Le lecteur aura encore noté la phosphorescence, c'est ce que j'allais dire. Signalons que Sanderson avait rangé les phénomènes ovni et OANI en 3 catégories. Petit 1, des anomalies météorologiques inconnues. Petit 2, des espèces d'entités vivantes non identifiées. Et petit 3, des machines construites par d'autres entités tout aussi énigmatiques. Nous supposerons que la première citée s'explique par les boules de feu au comportement d'apparence intelligent. Ensuite, OANI sur la mer. Au début des années 50, date exacte inconnue de notre source, 3 sous-marins britanniques revenaient à Plymouth après des manœuvres dans le canal de Bristol. Résumé des faits. Près de l'île Mundy, M-U-N-D-Y, les 3 submersibles font surface en sortant du kiosque et de l'un d'eux, le capitaine Shelwan et son ingénieur mécanicien aperçoivent environ 1 mile au sud-ouest 2 disques argentés flottant sur la mer. Bon, déjà, disque argenté. Un bruit de bourdonnement en émane. Aux jumelles, les 2 objets présentent une élévation de leur centre, mais aucun hublot ni autre ouverture ne sont visibles. Les 2 parties basses et plates tournent lentement sur l'eau. Leurs mensurations sont estimées ainsi à 100 pieds de large, 30 mètres, et 10 pieds de haut, 3 mètres. 30 mètres sur 3. Pour la partie centrale la plus grande. Les marins sortis sur les ponts peuvent aussi contempler la scène comme s'ils étaient hypnotisés. Le capitaine ordonne de se rapprocher des objets, mais le bourdonnement s'amplifie et les 2 intrus s'élevèrent à la verticale environ de 300 pieds, 100 mètres, pour disparaître carrément en une vingtaine de secondes, à environ 3200 km/h. Bon. Des photos auraient été prises et remises à l'amirauté. Bon. Le problème ici, c'est que l'origine de l'information originale est un organe de la presse allemande et qui a été cité en langue anglaise dans Uranus. Un obscur petit bulletin ufologique disparu depuis de nombreuses années. Il est précisé que le capitaine Shelwan aurait donné une interview de 5 minutes à un journaliste avant que l'affaire ne tombe sous le sceau du secret. Même si ce cas est authentique, un doute subsistera toujours, cité pour l'anecdote avec des réserves. Dernière histoire et je coupe là. Je crois que le 3e, ça sera le plus long. Je ne sais pas si je ferai en 4, mais bon. Transformation journalistique. En janvier 1954, écoutez bien, un témoignage a figuré dans un journal provincial français. Il se référait à l'agence hollandaise Dirk Zwager, qui aurait reçu un message envoyé par le capitaine du cargo britannique Pelsdal. D'après la coupure de presse qui rapporte l'information, cet incident peut se décrire dans les termes suivants. Alors que le navire se trouve sur la position 46 degrés 55 nord et 6 degrés 30 ouest, un avion est observé volant très bas près du bâtiment, puis il s'abîme dans l'océan en dégageant beaucoup de fumée. Malgré une recherche immédiate de l'équipage, rien n'est retrouvé et le navire reprend donc sa route. Le type de l'appareil supposé est déclaré inconnu. La position géographique signalée correspond à un point situé à 160 km de l'île d'Ouessant. À Brest, forcément en Bretagne. On a affirmé qu'aucun avion anglais ni français n'a disparu dans le secteur signalé par le capitaine du cargo. On suppose qu'il s'agit d'une boule de feu qui est tombée dans la mer
en dégageant une importante quantité de vapeur et de fumée. Il s'agit probablement d'un phénomène que l'on peut considérer comme des types ufologiques, car un avion de type inconnu qui tombe sans laisser de traces, alors qu'un avion connu n'est porté manquant, correspond à un ovni. Quant à l'auteur de l'expression, on suppose que qui est-il, une autorité de Brest et un journalistique de Dieppe. Avec cette formule, l'information se transforme en désinformation, citée pour l'anecdote avec des réserves. Je vais encore faire une suite, et puis comme ça sera le dernier. Navire américain intéressé. Intéressé, point d'interrogation. Les amateurs de bases extraterrestres sous-marines vont se régaler un soir de l'année 1954. Par une nuit sans lune, non loin de l'île Sainte-Marie, au large de la côte et de Madagascar, des pêcheurs sont les témoins d'un spectacle peu banal. Ça peut être des pêcheurs prêcheurs, hein, c'est pas mal. Hein. Ils voient apparaître une grosse boule de feu comme un soleil, au-dessus du nord de l'île. Elle est comparée par certains à une sphère de feu, et par d'autres à un dirigeable en feu. Tant la luminosité qu'elle diffuse est intense. Elle reste stationnaire durant des heures. Puis, après avoir lentement traversé l'île d'est en ouest, elle change de cap et s'enfonce dans la mer. Curieusement, les pêcheurs, qui s'attendaient à agresser une vague risquant de faire chavirer leur pirogue, n'ont rien vu de tel car la sphère est entrée dans l'eau sans bruit et sans faire le moindre éclaboussure. La moindre éclaboussure. C'était peut-être à l'heure de réalité virtuelle. Notons qu'en 1999, le rapporteur de cet incident, Stéphane Degris, s'était installé dans un village de Sainte-Marie appelé Iriana, où il est resté jusqu'en 2003. Il s'est très vite intégré à la population et c'est par les insulaires qu'il a appris l'affaire. Il a affirmé aussi qu'un jour, un gros bateau américain s'est ancré à quelques kilomètres entre l'île et Madagascar. Officiellement, il était là pour des recherches pétrolifères, mais il est resté au même endroit durant trop longtemps pour justifier cette raison invoquée par les autorités. Et jamais l'équipage n'est venu sur l'île. Or, il se trouve que sur le point de chute de la grosse boule de feu correspondait au point d'ancrage du bâtiment américain. Dommage que l'on ne connaisse pas les dates précises des deux événements afin de pouvoir déterminer l'écart du temps entre le plongeon de la boule de l'arrivée des chercheurs probablement non spécialisés en gisements prolifères sous-marins. Quant aux bases extraterrestres sous-marines, nous avons vraiment du mal à y croire. Il est plus logique de penser que c'est le phénomène qui brouille de cartes pour nous envoyer encore sur une fausse piste, une de plus. Allez, un petit dernier. Soucoupe plongeante. Petite excursion au Japon le 19 avril 1957. Le patron et 4 autres membres d'équipage d'un bateau de pêche japonais, le Kinsukarawara Maru, a assisté à une scène peu ordinaire résumée ci-après. Vers 11h30 du matin, les 5 hommes aperçoivent 2 appareils métalliques argentés. Encore une fois, qui descendent du ciel et s'enfoncent dans la mer à proximité du navire. La position géographique de ce doublon plongeon est le suivante. 143,30 nord et 31,15 est. Après cette ahurissante immersion, une violente turbulence survient. Le patron pêcheur a affirmé lors de sa déposition aux autorités que les 2 objets n'avaient pas d'aile, affectaient une forme discoïde, et qu'aucune trace n'a été trouvée en surface par son témoignage. La turbulence était probablement aquatique et non éolienne. Dans ce cas, constituant un paradoxe avec le précédent, dur de comprendre quelque chose en pareille situation. Faux soleil plongeant. Je couperai là. Monsieur Maxime Le Marinel, agent des ponts de chaussée, pêchait dans le manche du large de Cherbourg en compagnie d'un ami. C'était dans la nuit du 24 au 25 juin 1957. Avec un ciel éclairé et étoilé dont sans précédent d'orage. Il était environ 1h et 2h du matin quand soudain au nord-est, une distance estimée entre 25 et 30 miles marins, une boule de feu du diamètre apparent du soleil couchant est descendu lentement vers la mer, s'y enfoncé, a disparu sans laisser de traces. Selon les 2 témoins, la durée de l'observation a été de 7 à 8 minutes. C'est quand même déjà énorme. Monsieur Le Marinel a d'abord pensé à la chute d'un avion en feu, mais une enquête de monsieur R. Mauger du groupe Uranus, effectuée auprès des autorités militaires ici, a pu établir qu'aucun appareil aérien n'avait été déclaré perdu dans la Manche cette nuit-là. La taille du phénomène, comme celle du soleil couchant, compte tenu de la grande distance de la première observation, même si elle a été surestimée, car car tout est lié de foudre en boule. D'autre part, puisque le cas précédent, une boule du même type, semble-t-il est sortie de la mer, il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agit que celle-ci ne soit pas entrée.
Dès lors, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe réellement, d'autant que les objets aquatiques non identifiés ont été vus ou détectés au sonar en différentes mers et océans. Du reste, le lecteur trouvera ci-dessous un incident vécu par un Français. Alors on est passé aux Américains, Japonais, Français, et qui renforce ce que nous venons d'exprimer. Et j'arrête là. Alors encore beaucoup de trucs à dire. Record battu, truc plongeant, faisceau de lumière rétractable, il embarque 12 passagers. Qu'est-ce que c'était? OVNI sous-marin, sphère colossale, 2 créatures, terreur à bord, en Algérie indépendante, OVNI sur pellicule, gigantisme, manque de détails. Voilà. Il y a beaucoup. 3 x 3 égale 9. Bon, alors là c'est le titre. Hein. Exit le plancton lumineux. Voilà, je coupe là. Très grande vidéo, plus longue que la première. Je ferai une troisième. Ça c'est sûr. Voilà. Comme ça, ça s'est terminé sur un truc français. Ce qui est bien. Faux soleil plongeant. Voilà. Je coupe là. Merci. À la fin, je vous balancer plein d'images très intéressantes. Je l'avais déjà balancé dans le temps, mais c'est pas grave. C'est pour les nouveaux abonnés. Aussi de l'océan Arctique. Vous allez voir des images incroyables. Je coupe. Merci. À bientôt. À plus.